Bienvenue dans les chroniques inutiles. Salut et bienvenue dans les chroniques inutiles. Et cette histoire s'appelle l'Union. Didier aime son village, même si son village ne l'aime plus. Il parle d'écologie, de la pollution et ses effets sur notre environnement. Un ancien candidat aux élections d'un grand pays avait fait une vidéo à ce sujet. Son école l'a montré à toutes les classes. C'était un choix du gouvernement. Tous les jeunes doivent être informés à ce sujet. Il semble que dans son village, il était le seul à avoir compris le message. Didier n'avait pas beaucoup d'amis avant ça, et ceux qu'il avait ont commencé à se distancier de lui. Il les énervait à toujours parler de l'environnement. Didier regrette beaucoup. Personne ne lui parle comme avant. Sa mère, une femme joyeuse aux cheveux blancs, ne lui demande plus comment s'est passée sa journée. Sa sœur, une fille sensible aux arts et la culture, dit qu'elle est trop occupée pour parler du futur. Il y avait Elena. Elle jouait souvent avec lui. Ils se sont embrassés. Ils étaient même vus comme un beau couple par le village. Oui, même elle, Elena, n'avait plus de temps pour lui. Didier va voir son père. Il veut comprendre. Il doit comprendre. Fiston, c'est facile à expliquer. Je comprends que cette petite passion-là, comment elle s'appelle encore? L'écologie, papa. Oui, ce truc, c'est peut-être important pour toi, mais ce n'est pas important pour les autres. Attends, mais ça... Ah non, voilà, pardon. Donc, c'est peut-être important pour toi, mais ça ne l'est pas pour les autres. Mais ça devrait être important pour tout le monde. On parle du futur de la planète. Attends, laisse-moi terminer, fiston. Tu vois, c'est exactement ce genre de comportement qui fait que personne ne veut parler avec toi. Tu culpabilises les gens en jugeant leur comportement et tu espères qu'ils restent amis avec toi. Propose au moins des solutions simples ou des alternatives ou... Mais on doit réduire notre train de vie. Oui, c'est peut-être vrai. Personnellement, je m'en fous. Je te dis simplement ce que j'ai entendu dans le village. Ils n'aiment pas parler avec toi parce qu'ils se sentent stupides, ignorants et insouciants quand ils te parlent. Didier sort de son bureau. J'en ai marre de ce village arriéré. Les prochains jours, Didier commence à chercher des alternatives. Il veut être plus actif dans son combat. Il cherche sur Internet. Il trouve très vite une communauté alternative. Elle s'appelle l'Union. Elle se situe environ à 500 kilomètres de chez lui. La gare la plus proche est la gare de Pardaillac. Le site est très beau. Il lit des mots qu'il ne connaissait pas. Permaculture, végétalien, recyclable, Ayurveda, yoga, polyamour, autosuffisance, chakra, méditation, énergie alternative, artothérapie, ostéopathie, éclostylisme, etc., etc. Elle s'appelle l'Union. Le site montre des indications pour y arriver. Ils organisent les matins et soirs des randonnées de la gare la plus proche jusqu'à l'Union pour les nouveaux arrivants. C'est décidé, Didier va y aller. Il lui faut assez d'argent pour le train, quelques vêtements. Ah oui, merde, et il me faut une excuse. Didier reçoit un email, c'est de la pub pour un camp scout. Oui, personne du village ne va chez les scouts. Le camp est pendant les grandes vacances. J'ai quelques mois. Parfait. J'ai le temps d'économiser et de me préparer. Didier abandonne. Les gens de son village ne sont pas prêts à changer le monde. Sans surprise, les gens apprécient à nouveau sa présence. Il a même été nager avec Elena à la rivière. Elle lui avait dit qu'elle était prête à le faire. Il a bien compris. Elle voulait qu'il soit son premier. Mais il n'a pas de temps pour ça. Son camp scout arrive. Il s'est informé sur le polyamour. Les relations monogames sont tellement dépassées. Il sait que c'est ce que Elena attend de lui. Peut-être avant Elena, peut-être avant, mais j'ai grandi. Le jour arrive. Son père va le déposer à la gare. Et ils roulent ensemble. Fiston, je suis fier de toi. J'ai entendu que tu as beaucoup plus de tact avec ton économie. Écologie, papa. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, c'est bien, fiston. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas comme toi qu'ils sont forcément mauvais ou stupides ou irresponsables. Ton comportement témoigne d'une grande sagesse. Amuse-toi bien à ce camp, et quand tu reviendras, on pourra parler de ton émologie. Écologie, papa. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Je vais prendre des vacances et voir ce que je peux faire pour t'aider. Trop tard, pense Didier. Vous ne me reverrez plus. La voiture arrive à la gare. Didier sort. Il a déjà acheté ses tickets. Ils sont dans son smartphone. Il regrette de devoir l'utiliser. Les composants ne sont pas recyclés et des guerres ravagent des régions pour contrôler ses ressources primaires. J'arrêterai de toute façon. Une fois là-bas, je n'aurai plus besoin de mon smartphone.
Je serai avec mes amis. L'heure approche. Il regarde dans la direction de son village. Il ne le voit pas. Il se l'imagine. Il se demande s'il devrait dire au revoir. Pfff, je vais jamais les revoir de toute façon. Il prend le premier train. Plus que quelques trains avant Pardailhac. Son voyage de train est plutôt calme. Il y a peu de gens dans les trains. Au loin, par la fenêtre, Didier voit l'autoroute. Un embouteillage. Le train avance sans problème. Il regarde son wagon. Il est quasi vide. Mais où va le monde? Il se rappelle que son combat est important. Tout ceci doit changer. Après quelques changements de train, il arrive à Pardailhac. Il suit les instructions et sort dans ce qu'il croit être la bonne direction. Il arrive à une place de village. Il a déjà envoyé sa photo via le site. Quelqu'un est censé le reconnaître et venir le prendre à Pardailhac. Il est en avance. Il doit attendre. Au fil des heures, Didier voit passer plusieurs personnes. Il se demande qui viendra le chercher. Quelques personnes sont installées sur la place. Des gens en costume, en uniforme de travail, des étudiants. Personne n'est resté comme lui. Des voitures venaient les chercher. L'heure approche. Les seuls qui restent sur la place à côté de la gare sont lui, une vieille dame, un nettoyeur qui fume sa cigarette, une femme aux cheveux rasés qui a demandé des cigarettes au nettoyeur, et un mendiant. Didier se demande quand ils vont arriver pour venir le chercher. Il regarde autour de lui. Il ne sait pas ce à quoi il doit s'attendre. Un groupe ou une personne qui marche différemment. L'Union, l'Union, qui va, l'Union, crie une voix. Il tourne sa tête dans la direction de la voix. Oui, moi, crie Didier. Didier voit que c'était le mendiant qui a fait l'appel. Ah, parfait, viens avec moi. Moi, c'est Ananda. Et toi? Didier n'a jamais entendu un nom pareil. Tu as bien un nom? Oui, bien sûr, Didier. Super, Didier, bienvenue à l'Union. J'appelle encore quelques fois et on pourra y aller. L'Union, l'Union, qui va à l'Union? Didier observe Ananda. Ses vêtements sont tous usés, laids et troués. Il a une grosse barbe et des cheveux trop longs. Ils vont vraiment tous être comme ça là-bas? C'était pas comme ça sur les photos. Non, non, c'est normal. Si tu ne consommes pas ton produit de beauté, voilà ce qu'il se passe. Aucun corps ou visage ne reste parfait, les pantalons non plus. C'est un signe qu'ils sont sérieux en fait. Si le pantalon remplit son rôle, s'il le garde chaud, ah bah alors il peut le garder. Il pense durabilité. Mais pourquoi il mendiait? Je comprends pas pourquoi. Salut, moi j'y vais. Je sais pas si je vais garder cette fois pour elle par contre. Salut, salut, moi j'y vais, dit la femme au crâne rasé. De plus près, Didier observe qu'elle a un anneau dans son nez. Elle a plein de bagues, de bracelets et de symboles sur ses vêtements. Ils sont de toutes les couleurs différentes. Ils sont de toutes les couleurs, juste comme ça. Didier croit en reconnaître quelques-uns. La croix du Christ, l'aume des hindous, le symbole de l'infini et... Eh bien, moi on m'avait dit 2 personnes, donc nous pouvons y aller. Enfin, s'écrie Didier intérieurement. Ils suivent un peu la route, puis prennent un chemin à travers les champs. Alors, comment vous êtes arrivé à l'Union? Didier voulait répondre, mais la dame était plus rapide. Moi, je m'appelle Mappa. Je fais un safari autour du monde, de tous les lieux spirituels du monde. J'ai déjà fait toute l'Asie et l'Amérique du Sud à moi toute seule. Pour moi, c'est spirituellement important que j'aille où sont les bonnes énergies et que je les partage et que je les amène à d'autres endroits où il y a des bonnes énergies, ainsi que comme ça, je peux créer de la connexion. Parce que pour moi, la connexion, c'est important. Parce que moi, dans ma vie, je n'ai pas toujours eu ça. Mais moi, je veux connecter avec les autres. Moi, pense Didier. Elle sait parler d'autre chose. Didier reste silencieux. Il regarde Ananda. Ananda écoute patiemment avec le sourire. Il semble même intéressé. Didier ne comprend pas. Comment il fait pour rester là à l'écouter? Il marche par un bout de bois. Moi, je trouve que les politiciens devraient se connecter avec les autres. Moi, je ne ferai pas comme eux. Moi, je suis connecté aux autres. Moi, je ne vois pas la différence. La colère remplit Didier. Il voudrait juste s'arrêter et lui crier « Ta gueule, tu ne fais que parler !» Mais Ananda continue de l'écouter. Il lui pose même des questions pertinentes. Mappa est flattée. Elle se sent réellement écoutée. Moi, je ne vais plus chez le docteur. Moi, j'ai atteint la paix intérieure. Moi, mon corps, mes pensées, mes émotions et mes esprits sont en parfaite harmonie. La connexion est créée en moi. Moi, je ne peux pas tomber malade. Ta gueule crie-t-il. Ta gueule. Ta gueule crie-t-il toujours intérieurement. Il marche. Il commence à rencontrer des gens vêtus de vert foncé. Ils ont dit bonjour à Ananda. Bonjour. Oui, 2 visiteurs. Je vais les amener au centre. Oui, je viens jouer pour vous après.
Didier et Mappa, ils s'appellent. Non, je ne sais pas pourquoi ils sont venus. Ils ne savent peut-être pas non plus eux-mêmes. Mappa, Mappa devait l'interrompre. Moi, je sais. Moi, je sais. Pardon, putain, j'ai pas de voix pour elle. Soit, c'est pas grave, je continue. Ils arrivent à un complexe de buildings avec tout un tas de gens habillés en vert foncé. Ananda les amène dans un des plus grands buildings. Il met tout ce qu'il a mendié dans une boîte à donations, puis fait signe de les suivre. Venez, on va manger. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai faim. C'est végétalien demande Mappa. Parce que je mange que du végétalien. Je crois que oui, répond Ananda. En tout cas, tout est produit ici naturellement. Et toi, Didier? Didier écoute son ventre. Il entend ronfler. Moi, oui, je veux bien manger, je mange de tout. Ananda les guide jusqu'au comptoir. Ils dépassent la file de gens qui attendaient. Les gens dans la file les saluent. Des bonjours, des bienvenus, des à bientôt venaient de la file. Les à bientôt ont déstabilisé Didier. Elle venait de femmes, mais surtout d'un gars. Ces à bientôt avaient une couleur qui suggérait un jeu de désir. Il ne savait pas que cela pouvait aller si vite entre humains, ou que cela puisse être aussi simple. Ils sont servis une assiette de pommes de terre dans un bouillon de légumes. Une fois servis, Ananda leur dit de s'asseoir où ils veulent et avec qui ils veulent. Ananda rejoint des amis à lui à une table qui s'est vite remplie. Mappa a trouvé des connexions. Elle les suit à une table. Didier entend de loin qu'elle parle, sans surprise, d'elle-même. Didier regarde autour de lui. Des personnes d'une table l'invitent. Il y va timidement. Ils ont un grand sourire. Didier n'a pas l'habitude. Il leur dit bonjour. Il retourne son bonjour. D'autres gens se joignent à lui, dont une de ces dames qui lui avait dit un à bientôt. Didier apprend le fonctionnement de l'Union. 5 jours de travail par semaine selon un programme défini les dimanches en concertation de groupe. Ils sont environ une cinquantaine. Il a été particulièrement impressionné par le filtrage de l'eau. Il ne savait pas qu'un bon choix de plantes aquatiques purifie l'eau naturellement. Une baignade dans ces eaux est l'équivalent d'une douche. Il apprend que l'activité de ce soir sera du Kundalini Yoga, un yoga qui prépare la montée de l'énergie primordiale dans le corps. C'est Madame Abiento qui a pris le temps de lui expliquer cela. Elle a promis de le guider. Il apprend qu'elle s'appelle Cora. Une fois le repas fini, Cora s'arrange pour que les autres débarrassent la table. Elle lui fait le tour de l'Union. Elle reste très proche de lui. Elle lui dit plusieurs fois de se relâcher, de se laisser aller. Il dit qu'il est fatigué du voyage, ce qui est vrai. C'est bientôt l'heure pour le yoga. Il n'a pas vu le temps passer. Elle prend sa main. Il accepte. Elle lui sourit, puis le guide vers la salle des activités. En entrant, il entend la voix de Mappa. Elle parle des gourous qu'elle a rencontrés et de ce qu'elle a appris. Cora amène plusieurs tapis. Elle reste avec lui pour être sûre qu'il... Enfin, Cora amène 2 tapis, voilà, j'y dis tout de suite. Cora amène 2 tapis. Elle reste avec lui pour être sûre qu'il fait bien les exercices. Ils se mettent tout derrière. Didier n'a jamais fait du yoga. Il a tenté la méditation, mais il s'endort tout le temps. Celle-ci lui semble pourtant simple, mais son corps n'est pas d'accord. Cora doit souvent lui préciser où et comment pousser ou étirer pour qu'il sente le but de l'exercice. Elle lui dit aussi qu'il ne respire pas assez. Il faut respirer, expirer les mauvaises énergies et inspirer les bonnes, en rythme avec la position et le mouvement. C'est très simple, mais son corps en souffre. Une fois fini, il sent son corps vidé mais relâché. Ceci lui a fait du bien, et il le sent. Mappa a souffert aussi, mais elle tente de le cacher. Lui ne ressent pas ce besoin. Les gens vont au dortoir, d'autres vont dehors. Cora explique que certains veulent faire encore quelques rituels ou méditations avant leur sommeil. Didier demande s'il en a besoin. Non, elle est son guide. Il dit qu'il est fatigué et qu'il voudrait continuer demain. Elle va au dortoir avec lui. Elle ne le guide pas dans le grand hall, là où vont tous les autres. Elle l'amène à l'étage. En haut, il y a plusieurs pièces artificielles délignées par des draps accrochés au mur. Enfin, accrochés au plafond, c'est ça le truc au-dessus, parce que oui, je me rends compte. Donc il y a des draps accrochés au plafond qui font des espèces de pièces artificielles comme ça. C'est comme si les draps faisaient les murs. Voilà, je peux l'expliquer, le visuel, comme je me l'imagine. Voilà, nia, même si je l'ai mal écrit. Il donne l'illusion d'isolation et d'espace privé. D'autres couples sont montés avec eux et ont choisi leur endroit. Non, non, courage, c'est ta première fois, c'est ça? Il répond doucement que oui.
C'est pas grave, on ne doit rien faire, je veux juste sentir ton corps. Dès que je t'ai vu, j'ai senti que nous avons des choses à nous partager. Ah bon? Oui. Tiens, mange ça. Cora lui offre un bonbon. Il semble à Didier que le goût est bizarre. Il demande à Cora, elle a dit que c'est parce que le bonbon est bio. Elle le guide jusqu'à leur pièce, loin de la vue des autres. Il met son pyjama. Elle, elle se déshabille, donc ne porte rien du tout. Ils se mettent dans le lit. Il ne sait pas quoi faire. Elle le regarde dans les yeux. Ils discutent de leur parcours de vie. Didier parle, elle reste silencieuse. Elle regarde dans ses yeux. Cela le dérange. Il n'apprécie pas ce silence. Il s'est dit que parler est moins bizarre. Il parle de l'environnement et de comment il faut changer les choses. Elle accepte et est d'accord. Et elle pose des questions. Elle le laisse parler. Environ après une demi-heure, il ne sait pas trop pourquoi, il se calme. Il commence à sourire. Il voit la beauté dans les choses. Il voit la beauté dans les yeux de Cora, dans les draps, dans la chaleur des couettes, et surtout dans le visage de Cora et dans son corps. Elle observe ce changement en lui. Je vois que tu es prêt. Elle commence à le caresser. Cette nuit, elle lui a appris ce qu'est faire l'amour. C'était très différent des vidéos qu'il regardait sur Internet. Il préfère ce qu'elle lui a appris. Il est un peu fatigué. Il s'allonge dans ses bras il s'allonge dans les bras de Cora et ferme les yeux, juste un tout petit instant. Tu es venu, dit une voix. Didier connaît cette voix depuis toute sa vie, mais il n'arrive pas à la placer. Il regarde autour de lui, le lit a disparu, la pièce aussi, il ne voit que de l'obscurité, que du noir autour de lui. Calme-toi, mon enfant, je viens à toi. Une lumière légèrement verte s'approche et s'agrandit. Quoi tente Didier. Calme-toi, mon enfant, je suis là. La lumière commence à l'enrober. Il sent la lumière entrer en lui, tourner en lui, vibrant à une vitesse phénoménale. L'équivalent d'un massage fait par un milliard de petites bactéries, le massant à chaque tension se trouvant dans son corps. Il ne ressent que du plaisir et de la joie de vivre. Il sent ses souffrances s'en aller. Il sent les blocages de son corps se guérir. Il sent son corps devenir lumière. Il sent que la tristesse s'en va, la colère aussi, les pensées aussi. Il laisse place à la joie de vivre et la joie d'être, la joie d'explorer le monde, de voyager, de découvrir, d'apprendre, de partager, d'aimer, de sauter, de jouer. Ses pensées tentent de revenir, sans succès. C'est comme si elles avaient reçu un argument si profond qu'elles doivent arrêter de penser et tout reprendre à zéro. Les pensées se laissent prendre par cette joie de vivre et s'alignent à elles. Oui, se dit Didier, la vie est tellement improbable et pourtant elle est là. C'est génial, c'est fantastique, je vais m'amuser, je vais aimer, je vais faire ce que j'aime avec les gens que j'aime au service de la vie. Une partie de Didier refuse ces pensées. Une partie derrière tous ces ressentis. Une partie qui observe. Didier pose la question. Quoi es-tu? Pardon, êtes-vous? Intéressant, répond la lumière. Tu as la conscience de me résister. Pardon, je vous remercie, c'est juste que... Pas besoin de t'excuser, mon enfant. La lumière le quitte et se met devant lui. Elle s'agrandit et prend d'autres couleurs. Didier se trouve dans un jardin rempli d'animaux en tout genre. Au centre, devant lui, entre tous les animaux, au centre de tout ce jardin, il voit l'essence. Une femme. Non, se dit Didier. La femme. Ses cheveux sont longs et sont négligés, mais protègent ses contours. Elle s'approche de lui. Didier regarde son visage. Il plonge dans ses yeux. Il semble y voir sa mère, sa sœur, Mappa, Helena, Cora et toutes les femmes du monde. Non, c'est faux. Il y voit beaucoup plus que ça. Il y voit Ananda, son père, ses amis. Ils y sont tous aussi. Et puis il y voit autre chose. Dans les yeux se trouvent les animaux, les océans, les forêts, les bactéries, les montagnes, les... Tu vois beaucoup, mon enfant. Vous êtes notre mère à tous? Oui, mon enfant. Didier se met à genoux et se prosterne devant elle, la tête dans l'herbe. Enfin, le visage dans l'herbe. Pardonnez-nous, les humains ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Nous sommes limités, mais nous croyons tout savoir. Je ne savais pas que je pouvais vous parler. Nous pensons
Nous pensons que vous n'êtes qu'une boule de matière et que toute cette vie n'est qu'un accident. Nous ne pouvions pas nous imaginer que votre pulsion de vie est ce qui nous anime. Nous ne pouvions pas nous... Didier sent un bras toucher son épaule. Il ressent la joie, le plaisir, l'aventure, l'amour, la force. Lève-toi, mon enfant. Tu ne dois pas t'excuser à moi. Didier lève son visage. Il pleure de joie. Il ne sait pas supporter son toucher. Il est trop puissant. Mais une puissance remplie d'amour. Pourquoi nous ne vous respectons pas? Vous devriez nous punir, être énervé ou... Non, mon enfant. Tes conceptions humaines ne sont pas applicables à moi. Pardonnez-moi. Calme-toi, mon enfant. Tu ne dois pas te justifier à moi. Oui, mère. J'ai une question, si vous me le permettez. La femme fait oui de la tête, j'ajoute en commentaire. Comment pouvez-vous être rempli d'amour pour nous alors que nous détruisons vos autres créations? La femme le regarde et lui sourit. Mon enfant, vous êtes comme les cellules de mon corps. Les plantes sont un organe, l'océan en est un autre, la terre en est un autre. Vous faites mon corps, vous faites tous partie de moi. Dirais-tu que ton foie est plus important que ton estomac ou ton sang? Non, non, ils sont tous nécessaires à la survie de l'organisme. Oui, mon enfant. Mais certaines cellules humaines détruisent l'organisme. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Mon enfant, as-tu déjà essayé de couper l'orteil qui s'est heurté contre une porte? De tuer les cellules du cerveau qui te donnent un mal de tête? Ou de couper... hein? Ou de couper ou de mettre un couteau dans ton cœur pour arrêter les mots d'amour? Non, jamais. Et si je te menaçais maintenant, mon enfant, de te couper le bras, que ferais-tu? Je m'enfouirais ou je me battrais, en tout cas je me laisserais pas faire. Oui, mon enfant, tu protèges ton corps, comme ta vie, et tu protèges tes cellules, comme si elles et toi n'êtes qu'un. C'est la même chose pour moi. Mon enfant, je ne veux pas me débarrasser des humains. Ce sont mes enfants, ils font partie de moi. Mais quel est notre rôle dans l'organisme? C'est votre organisme aussi. Nous ne sommes qu'un. Mais je veux dire, quel est le rôle de l'humanité dans l'organisme vivant qui est la Terre? Un sablier apparaît derrière la femme. Merde, dit la femme. Reproduction, mon enfant. Le sablier émet une onde assourdissante. Le jardin ne bouge plus, Didier non plus. Le sablier commence à parler. Le temps approche, Gaïa, dit le sablier. Oui, maître, répond la femme. Avez-vous réglé votre cancer? J'y travaille. Quelle est cette chose? Didier sait que le sablier parle de lui. Personne, maître. Didier sent la lumière le transporter et le ramener à son lit. Il se réveille au milieu de la nuit. Cora s'est réveillée de son sursaut. Ça va? T'as eu un cauchemar? Demande-t-elle. Je ne sais pas ce que je dois en penser. Oh, écoute, va dormir, bébé. Repose-toi. La nuit porte conseil. Didier regarde dans les yeux de Cora. Il croit y voir la lumière verte. La lumière lui envoie son énergie par ses yeux. Vis, mon enfant, tant que cela est possible, lui dit la voix. Il sourit. Merci, mère. Il commence à embrasser Cora. Oh, tu veux repartir? Demande Cora. Je veux bien, mais tu dois me garder éveillé alors. Ce que Didier réussira aisément. Le lendemain, Didier se réveille seul. Il sort du building. Il voit que Cora est avec un autre homme. T'es déçu? Didier sursaute. Ananda met un bras sur son épaule. Relax. Didier, c'est ça? Oui. Ah, t'inquiète. Elle fait le coup à tout le monde. Pardon? Cora. Elle croit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il lui faut toujours quelque chose de nouveau, ou bien elle se sent emprisonnée. Emprisonnée. Tu la connais? Aussi bien que toi, dit-il en frappant sur son bras. Mais c'est la Sainte Mère qui lui a donné ce conseil. Libre à elle de le suivre ou non. La Sainte Mère ne punit pas. Par la Sainte Mère, tu veux dire... la planète, notre mère à tous. Dis, j'ai eu un rêve hier. Je crois que je l'ai rencontrée. Oui, oui. Cora m'a dit qu'elle t'a initié. Hein? Comment ça?
Tu devrais pourtant savoir qu'il ne faut pas accepter des bonbons d'inconnus. C'est bien connu. La manière dont Ananda l'a dit, c'était inévitable. Didier devait rire. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la Sainte Mère? Didier lui raconte le rêve. Profond, mec. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire du temps qu'il te reste? Didier rentre à son village. Il chante dans les trains. Arrivé chez lui, il boit une bière avec son père. Comment c'était les scouts? Ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Il change ses habitudes. Pourquoi faire la morale aux autres quand on peut changer le monde soi-même? Il arrête de se plaindre, il arrête de discuter et d'argumenter. Il rayonne cette joie de vivre que lui a offert cette femme. Que lui a offert la femme, pardon. Les autres la sentent en lui, la joie de vivre, la sentent en lui. Son village s'intéresse à ce qu'il fait. Il se demande pourquoi il le fait. Certains viennent l'aider, d'autres non. Et tout est bon pour Didier. Aider ou pas aider, ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent la vie comme ils l'entendent. Elena viendra lui demander un jour ce qui lui est arrivé. Il répondra par ses conclusions-ci. La terre nous offre un terrain de jeu. Autant jouer. Elena et Didier joueront ensemble pour toute leur vie. Ouh, et ben voilà, ça c'était une autre petite histoire. En toute honnêteté, je me souviens plus ainsi je me souviens de l'inspiration. Ouais, je me souviens de l'inspiration. En fait, bon, c'est un personnage qui n'est pas apparu très longtemps, mais ce personnage est une inspiration. C'est que, en fait, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui était spirituellement très très éveillé et donc oui, ça c'était un archétype que je rencontre quand même assez souvent quand on va dans le monde spirituel, et c'était une personne tellement éveillée et tellement à l'aise avec qui elle est qu'elle n'a aucun problème à faire la morale aux autres en fait, et de montrer à quel point elle est au-dessus des autres. Donc voilà, ça c'est une personne que j'ai rencontrée, et en fait elle a inspiré cette histoire parce que voilà, qu'est-ce que je montre, c'est que voilà, c'est qu'on peut voir, voilà, on peut voir l'activisme de plein de façons différentes. C'est qu'on peut voir de l'activisme d'une approche, il y a des gens différents et il faut changer les gens différents, ou bien on peut faire un activisme où tous les humains sont unis, où on est tous les mêmes, et en partant de ce point de vue de nous sommes tous pareils. Et voilà, je crois que notre approche de la vie serait bien différente. C'est complètement de l'idéalisme, mais donc je remercie cette personne qui m'a fait la morale, vu qu'en son honneur, ben, clairement, j'ai écrit une histoire qui me parle. Enfin, voilà, je sais pas si elle est géniale, à mon avis elle ne l'est pas du tout. Mais donc voilà, ça c'était l'histoire de cette semaine, qui était quand même assez longue, mine de rien. Parce que oui, j'ai voulu y mettre plein de petits détails à la con dedans. Par exemple, oui, le fait que, je sais pas pour vous, mais moi je me souviens que notre école nous avait forcé à aller voir An Inconvenient Truth de Al Gore. Je trouve que c'est de la propagande pure et dure. Je sais pas si c'est le rôle de l'école de forcer des opinions aux gens. Voilà, moi ça m'a vraiment dérangé. Ensuite, moi je suis d'accord avec la plupart des arguments et tout, mais je trouve que c'est pas le rôle de l'école de faire ça, de faire ce genre de truc là. Moi j'ai l'impression que l'école, plus son rôle, c'est d'apprendre aux gens à lire, d'apprendre aux gens à écrire, peut-être développer l'esprit critique ou je sais pas quoi, apprendre à chercher la bonne information sur internet, apprendre à vérifier la véracité des informations sur internet. Voilà ce que moi je vois une école faire. Mais dire ceci c'est une bonne information, ou voilà ce qu'il faut croire, voici la vérité, franchement moi je vois pas la différence avec la propagande. Alors ok, c'est peut-être une propagande qui est positive, tout comme la propagande de dire si on vivait tous ensemble de manière diversifiée, ce serait cool. Voilà, moi je trouve qu'il y a des endroits et des lieux pour ça. Si on veut faire de la propagande, il faut peut-être créer beaucoup plus d'endroits
Et tout comme les speaking corners qu'ils ont, je sais pas moi, en Angleterre, à Hyde Park, où n'importe qui peut venir discuter et parler de ce qu'il veut. Je trouve qu'il devrait y avoir un endroit pour ça, parce que sinon, c'est quoi? On fait des espèces de manifestations qui servent à rien pour parler de tout ça. Et donc voilà, encore une fois, moi, à la base, quand j'ai lancé les chroniques inutiles, à la base, c'était pour ça. Mais donc ouais, si vous voulez entendre comment on dit ça, cette conclusion, parlez-en autour de vous, créez des espaces de discussion où les gens parlent entre eux, qui ont des opinions tout à fait différentes. Je sais que c'est censé être le Parlement et des trucs comme ça, mais le problème avec le Parlement, c'est que c'est des politiciens. Et moi ça me dérange, c'est que c'est des gens qui choisissent consciemment de faire de leur métier la politique. Comme moi je le vois, c'est que justement des gens et monsieur tout le monde puissent discuter et qu'il y aurait peut-être des modérateurs ou des gens qui, je sais pas, un jour se sacrifient pour être modérateurs dans ce genre de discussion. Mais donc voilà, moi je trouve que c'est important. Donc voilà. J'ai mis plein d'autres informations par rapport à ça. Tous les mots à la mode aussi. Vous avez bien remarqué. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Il y a des aspects que je voulais discuter où finalement j'ai choisi de pas le faire. C'est la relation aux drogues. Donc typiquement ici, parce que voilà, il y a des drogues qui permettent de vivre un peu ce que j'ai expliqué dans l'histoire. Et enfin, de manière, j'ai simplifié pour des raisons scénaristiques, j'ai simplifié, informez-vous. Et le truc que moi je me dis à ce niveau-là, que je voulais faire un commentaire là-dessus à ce niveau-là, c'est que ok, ces drogues elles peuvent avoir des effets ultra positifs, mais de manière assez claire, la plupart des gens que moi j'ai vus qui font ce genre de trucs, ils restent accros jusqu'à la fin de leur vie en fait à ce genre de trucs qui ont un effet positif. Et donc c'est marrant parce que disons que certaines de ces drogues, alors elles peuvent te donner le secret de la vie, et toi au lieu que appliquer le secret de la vie, tu vas juste vivre une vie de jugement et tout ce que tu veux, et puis un an après, pouf, tu reçois le secret de la vie à nouveau, tu le reçois d'une autre manière, et tu crois que t'es spirituel. Non, mais ouais, enfin voilà. Mais ensuite, voilà, pourquoi je voulais parler de cette commune, parce que je suis allé quand même dans plusieurs communes, ou des communautés comme ça, et ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment des différences. Et moi, je vois quand même la différence entre, mine de rien, les gens qui utilisent la spiritualité comme identité, moi j'ai une carte d'identité, moi je suis spirituel, je le fais de telle façon, moi j'ai telle religion, j'utilise tel ou tel rituel, et ceux qui le vivent en fait, qui vivent ce qu'ils disent. Et ce qui est clair quand moi je suis allé dans plusieurs de ces communautés, c'est que clairement les gens qui vivent ça en fait c'est des gens normaux, avec qui il y a moyen d'avoir une conversation tout à fait normale, qui parlent de tout et de rien, de jeux vidéo, de politique, et qui sont ouverts. Limite, moi ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est qu'en fait ils sont tellement déconnectés du monde que c'était moi qui venais les informer sur ce qui se passait dans le monde et tout. Et c'était assez marrant. Et et c'est juste ça que je voulais partager, la différence entre ceux qui pour ainsi dire vivent la spiritualité et ceux qui pour ainsi dire l'ont comme identité. Et toutes les combinaisons sont possibles, ceux qui sont vraiment éveillés mais qui adorent leur identité de spirituel, ceux qui sont éveillés mais qui n'ont pas d'identité, ou ceux qui vivent une vie normale, qui vivent dans le monde des affaires ou quoi, et puis tu discutes un peu avec eux et tu te rends compte, mais toi t'as fait un parcours spirituel. Ah ouais, comment t'as deviné? Je sais pas, la manière dont tu parles. Donc voilà, tout est possible. S'il y a une chose qui est claire, c'est il faut absolument pas faire de catégorisation. C'est pas parce que quelqu'un travaille dans une banque que cette personne n'est pas spirituelle. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas CEO d'une multinationale que cette personne n'est pas spirituelle ou quoi que ce soit. Je vais pas révéler qui, mais je vais quand même révéler ceci. J'ai été faire une retraite de méditation pendant 10 jours.
Et en fait, le gars qui est venu la faire à l'endroit où j'étais, c'était en Inde, à un endroit tout obscur, perdu quoi. Enfin pas perdu, mais c'est bien organisé. C'est en fait, on était rempli d'Indiens, sauf genre 4-5 étrangers. Et donc l'autre gars était un des autres étrangers. Et en fait, c'était le CEO d'une Fortune 500 company quoi. Et donc c'était marrant de discuter avec lui de comment lui vivait le fait d'avoir une position si importante. Et ouais, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, les coups de pute qui se font dans le monde du corporate et tout ça. C'était une conversation très intéressante. Et là, je me suis rendu compte, putain, en fait, t'as même des gens qui sont au top de la société, qui sont spirituellement enclins, quoi. Ça m'a vraiment... ouais, ça m'a détruit mes attentes à plein de niveaux. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager quand même. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, clairement. Mais je dis qu'il y en a. Rien que ça devrait donner de l'espoir pour le changement. C'est-à-dire que il y a des gens au top qui sont willing, qui veulent. Mais ensuite tu discutes, mais c'est genre si t'es le premier à la faire et que ça marche pas au niveau business, ben ça viendra jamais. Du coup, ce genre de changement, il faut les amener de manière quand même durable et que ça marche bien. Et puis en même temps, tout le monde se regarde, tu vois, parce que c'est genre, oui, on est socialement responsable, soi-disant, mais en même temps, c'est genre, tu envoies juste un peu d'argent dans des ONG, et tu sais pas finalement si ça a servi à quelque chose ou non. Enfin, discussion très intéressante. Donc voilà, tout ça, tout ce truc, c'est pourquoi, c'est dire, on est tous humains, on a tous le potentiel d'être génial ou d'être mauvais ou quoi que ce soit, et que ça ne se voit pas à l'extérieur, en fait, qui est une personne. Si je peux donner une morale à cette histoire, c'est celle-là que j'ai envie de la donner, même si concrètement moi je ne réfléchis pas trop quand j'écris et puis une fois que c'est fait, j'édite vite fait et puis voilà, je laisse, c'est fini. Parce que quand on réfléchit trop parfois à une histoire, c'est plus... Enfin voilà, il y a deux process dans le processus créatif. Il y a le process création et puis il y a le process édition ou peaufinage ou en gros, si je dois faire sculpteur, c'est le sculpteur il ferait la première forme, je sais pas moi, à la hache où il coupe les grosses parties et ensuite il a par exemple un rond ou une sorte de truc qui va ressembler à un humain et puis le reste il fait au petit, et en fait c'est ça, c'est que tu crées d'abord la forme de base et puis ensuite tout ce qui est peaufinage tu le fais par après quoi. Et donc ouais, moi en tout cas j'approche mon art comme ça. Je sais pas comment les autres le font, mais donc du coup ce que je remarque pour moi et même chez d'autres artistes, c'est que oui, quand tu commences à peaufiner alors que t'as pas fini le truc de base, en fait tu te sabotes tout de suite. Donc voilà, moi ça c'est mon conseil d'artiste à ceux qui ont un projet, donc ils ont une œuvre mais qu'ils n'arrivent pas à la terminer. Mon conseil c'est ça, c'est revenez à votre idée de base. Prenez cette idée de base et développez-la à fond de manière inconsciente le plus vite possible et puis éditez par après une fois que l'idée de base est vraiment finie. Là vous pouvez peaufiner et rajouter des détails ou enlever des détails, etc. Purée, j'ai parlé plus longtemps que je ne croyais, donc voilà, je vous souhaite une bonne life et à toutes. Chronique inutile, chronique inutile, chronique inutile. Je veux dire merci de nous écouter. Merci de nous écouter.